Bonsoir tout le monde, c'est Zakane. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode explicatif du monde de Heroes of Might and Magic. Et aujourd'hui je vais vous présenter la genèse et l'histoire de cette saga de jeux tout à fait épique que j'adore. Je tiens à vous prévenir une nouvelle fois de faire attention aux spoils. Il est possible qu'il y ait des spoils des des autres jeux que celui que je joue, le 6. Et donc, tout de suite, sans plus attendre, commençons tout de suite par l'âge antique. L'Empire Shamsiri. Depuis le monde des esprits, les dieux dragons envoient des visions à leurs serviteurs mortels, suscitant leur vénération. Ces communications mystiques mènent à la création de l'Empire Shamsiri, réunissant les 6 races d'anciens sous le même étendard. Les Shamsiri se répandent alors sur la surface du monde, bâtissent temples et cités titanesques. Ah oui, aussi, juste by the way. C'est fait sur une espèce de ligne du temps, très 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 bien fait selon moi, qui se sépare en éclipse. Voilà, fin de la petite parenthèse, continuons. La guerre des anciens. Les anges, fils de la lumière, affrontent les sans-visages, enfants des ténèbres, lors d'une guerre génocidaire. La destruction est presque totale et les deux races frôlent l'extinction. La civilisation Shamsiri souffre des répercussions du conflit. En une nuit, la plupart des habitants de l'Empire périssent et d'innombrables cités s'effondrent. Le monde est en ruine, et les survivants fuient dans tout Talan. La faute est rejetée sur les sans-visages. Les siècles suivants voient Shamsiri et la majeure partie de son savoir sombrer peu à peu dans l'oubli. Sar Elam, le 7e dragon. Le mystérieux prophète humain, Sar Elam, entreprend une quête mystique, un voyage au cœur du monde des esprits, et atteint la conscience d'Asha qui lui enseigne les secrets de la matière et de l'esprit en plus de lui montrer la voie qui mène à la toute-puissance. Accédant ainsi à l'illumination et riche d'une nouvelle compréhension de l'univers, Sar Elam devient le 7e prophète, le 7e dragon. L'âge historique. La révélation du 7e dragon. La transformation de Sar Elam en dragon marque la fin de l'âge historique. Dès alors, les historiens useront pour parler de cette nouvelle période chronologique en l'appelant d'année du 7e dragon, ASD. L'Alliance du Crépuscule. Dès son retour en Ashan, Sar Elam, nouveau dieu dragon, réunit les dirigeants des anges et des sans-visages et, usant de ses nouveaux pouvoirs et d'une autorité divine, leur impose un traité de paix connu sous le nom de l'Alliance du Crépuscule. Les jeunes royaumes. Après la chute de l'Empire Shamsiri, les différentes races d'anciens se séparent. Les anges s'installent dans leurs cités dans les nuages, les sans-visages se tapissent dans les recoins les plus sombres d'Assan. Les nains se terrent dans les montagnes de Morne Hameau. Les elfes bâtissent leurs villes dans les arbres de la forêt d'Iloran. Les Nagas, leur palais au fond de l'océan de Jade, et les humains s'établissent dans les plaines centrales de Talan. Les démons, eux, profitent de la confusion générale pour quitter leur retraite et s'installer de nouveau en Ashan, occupant les zones désertées, gagnant jour après jour en puissance. L'Empire du Faucon. Ronan le Grand, au roi du clan du Faucon, unifie les tribus humaines des plaines, au rapport agité, en usant d'une aura de commandement unique, de négociations éclairées et de mariages politiques avantageux. Il proclame alors la création de l'Empire du Faucon et fait de son statut d'empereur un legs pour ses héritiers. La guerre du feu. Se libérant des ténèbres et de leurs repères secrets, les démons déferlent sur le monde, bien décidés à faire payer les serviteurs des dragons. Le sacrifice du 7e dragon. Renonçant à leur immortalité pour protéger Ashan, Sar Elam se sacrifie pour repousser l'invasion démoniaque.
Son âme est consumée et modelée en une barrière mystique qui emprisonne les dragons dans le cœur enflammé d'Ashan aux côtés de leur père, Urgash, le dragon du chaos. L'Empire du Faucon devient le Saint-Empire. Durant les guerres du feu, les démons détruisent les cités célestes des anges et la plupart des enfants de la lumière périssent. Les survivants entrent en contact avec le jeune Brian, arrière-petit-fils de Ronan du Faucon. Et l'aide à faire de son empire fragile délaissé par l'imprévisible dragon de l'air une nation puissante dévouée à l'implacable dragon de la lumière. Les royaumes des humains est alors rebaptisé le Saint-Empire du Faucon. Les premières cités libres. Le mécontentement gronde parmi les nombreux citoyens impériaux qui n'apprécient guère que l'on les force à renier Ilat. Aussi, certains quittent-ils le territoire de l'Empire pour fonder les premières cités libres. Au fil des siècles, d'autres naissent à leur tour, accueillant toutes à bras ouverts les individus de toute race et de toute confession. La prophétie du Dark Messiah. Shazar prophétise la venue du Dark Messiah, annonçant entre autres choses qu'un élu, mi-humain, mi-dragon, né de Seigneur Dragon et d'une jeune fille vertueuse, brisera un jour les murs de Sheog, libérant ainsi à la surface du monde les rancunières légions du chaos. Première éclipse. Guerre de la lune sanguinaire. La création des orques. Dans une tentative désespérée de sauver le monde connu du raz-de-marée démoniaque, les magiciens des 7 cités commettent peut-être le plus historique de leurs péchés d'orgueil en créant la race des orques. Dans les laboratoires d'Al-Rubit, les magiciens écarlates injectent du sang démoniaque à des criminels et esclaves humains. Défaite des légions démoniaques. Les troupes de choc orques s'avérèrent décisives lors de la guerre de la Lune sanglante. Renversant le cours de la bataille et sauvant Ashan de la destruction totale, les démons enfin vaincus s'en retournent à leur prison. Découverte du cycle des éclipses. Abasourdis par l'évasion et la violence des démons, les plus grands sages d'Ashan se réunissent et découvrent un défaut dans la trame de la prison spirituelle de Sar Elam. L'une des éclipses lunaires lorsque la lune, le cocon d'Asha, est recouverte par l'ombre d'Ashan, le présent d'Urgash. Les murs de Sheog se trouvent suffisamment affaiblis pour que les démons puissent s'échapper. La création des hommes-bêtes. Les magiciens écarlates croisent des humains avec divers animaux en les exposant à des puissants nexus dragoniques. De ces manipulations naissent les hommes-bêtes. Centaures, minotaures, harpies, sirènes, rakshasas, etc. Le rôle à voir ces créatures est de remplacer les orques comme ouvriers, serviteurs, gardes et objets de divertissement dans les 7 cités. C'est ça un peu, avouons-le. Découverte de la nécromancie. Belket, un disciple de Shazar, découvre une voie mystique menant à l'immortalité de l'âme et nomme son invention nécromancie. Bien que la nature macabre de cette discipline soit controversée, elle devient populaire car elle offre un moyen de se soustraire à la toute-puissance économique et militaire des magiciens écarlates. La rébellion orque. Après plus d'un siècle d'oppression, le répétitif peuple des orques se soulève contre ses créateurs. Suite à leur défaite, les survivants rageurs se retranchent dans les confins les plus inhospitaliers du monde, majoritairement dans les déserts de Sachar au sud, les steppes de Ranar au nord-est et l'île de Pau dans la cité de Jai au sud-est. Les croisades orques. Lorsque les orques se rebellèrent, ils proclamèrent leur émancipation non seulement de leurs maîtres, mais également des dieux dragons, refusant ainsi toute soumission sociale et mystique. Le Saint-Empire, ne pouvant tolérer un tel blasphème, réagit aussitôt. Pendant près de 30 ans,
Les armes impériales traquèrent les orques jusqu'à leur refuge reculé, tentant de les assujettir et de les convertir de nouveau au culte draconique. Les créatures artificielles. Les dragons d'Al-Saphir, inspirés par l'art antique de Chantiri, concevoient des créatures artificielles, golems, gargouilles et titans de diverses espèces. Ces, ces dernières Ces dernières sont considérées comme la solution idéale pour remplacer les esclaves orques et hommes-bêtes, ainsi que les morts-vivants, les serviteurs sans repos des nécromanciens. La fin des croisades orques. L'impératrice du Faucon, Morwen, ordonne à sa flotte de mettre le cap sur l'île de Pal, dans l'océan de Jade. Je sais pas pourquoi je dis toujours de Jet. Dans le but avoué d'en capturer, si ce n'est que d'en exterminer, la population orque. Mais une tempête magique d'une incroyable violence coule la flotte impératrice et l'impératrice elle-même meurt. Le nouvel empereur Connor III, fils de Morwen, interprète l'événement comme un signe des dragons et met officiellement fin aux croisades orques. Retour miraculeux de l'archange Michel. Michel, le légendaire général Séraphin, tué par un assassin sans visage durant la guerre des anciens, réapparaît en Asham. Si la nature exacte de sa résurrection reste un mystère, un consensus l'attribue en grande partie à Elrath lui-même, en guise de présent au Saint-Empire afin de l'aider à vaincre les démons au cours de la prochaine éclipse. La réforme d'Arniel. Influencé par un groupe de flagorneurs, le haut roi Arniel proclame que le pouvoir elfe n'est pas assez centralisé et que le moyen traditionnel d'élire les dirigeants suprêmes, suite à une vision partagée par les druides, n'est pas suffisamment fiable. En réponse, il promulgue un édit usurpant... je regardais, en fait, j'étais rendu à combien de temps de vidéo? En réponse, il promulgue un édit usurpant les pouvoirs des rois elfes locaux, sapant la crédibilité et l'autorité des druides en rendant son titre héréditaire. Succession de Tuidana. Couronnée par les nouvelles lois d'Arniel, la reine Tuidana, dirigeante d'une modeste nation elfe installée à la frontière nord-ouest du Saint-Empire, déclare son indépendance et tourne le dos au pouvoir suprême. Michel devient conseiller de guerre du Saint-Empire. Oh, c'est en anglais, pardon, il va falloir que je traduise. Michel devient le chef de guerre, le conseiller en chef de guerre pour l'empereur Liam du Faucon. And convince him to view with the distrust and suspicion not only the faceless. Il veut foutre quelque chose avec les sans-visage. Mais les orques de Wizard... Ok, il déclare les orques, les démons, parce qu'ils ont du sang de démon, les magiciens et les nécromanciens comme hérétiques, et même les elfes comme hérétiques, et donc ils doivent être éliminés. Cela c'est très résumé, mais c'est en anglais, j'ai fait du mieux que j'ai pu. L'empereur Liam du Faucon estime le royaume de Tuid-Ala vulnérable et tente de l'annexer. Ravagé par les armées impériales, Tuid-Ana réclame de l'aide à Irolan, mais les elfes refusent. Ce n'est que lorsque les humains menacent de s'emparer d'une parcelle du territoire des elfes que le haut roi se décide à lancer une contre-attaque. Son réel but étant de pousser Tuid-Ana et de rentrer dans le rang. Réaction des elfes noirs. Création. Cherchant désespérément à protéger son peuple, Tuid-Ana se tourne vers les quelques survivants sans visage. Ils acceptent de faire sien le pouvoir dont elle a besoin, mais leur assistance a un prix. Tuid-Ana et son peuple devront désormais adorer Malassa, le dragon des ténèbres. Tuid-Ana accepte, donnant naissance aux elfes noirs. La paix du printemps naissant. Grâce à ses nouveaux pouvoirs acquis en pactisant avec les sans-visages, Tuid-Ana reprend son indépendance. La puissance de son royaume est reconnue par les armes, par les humains et les elfes, et
une paix précaire s'installe entre les elfes et les elfes noirs. Deuxième éclipse. Je crois que cette vidéo sera en deux parties en fait parce que je suis à peine à la moitié. Après 15 minutes de vidéo. Oui. Donc je crois que ça va se séparer en deux. Ou pas. Et que ça fait juste simplement un très long épisode. Bon, enfin, nous verrons. Deuxième éclipse. Avènement du Seigneur Dremon. Jour des larmes et du feu. Destruction de Brithtiga et mort d'Arniel. Brithtiga, la mère des arbres, est incendiée au cœur de la capitale elfe. Les elfes noirs sont accusés de ce crime infâme. Mort de Tuidana. Tandis que les armées elfes préparent leur offensive, Tuidala somme les siens de trouver refuge ailleurs. Menés par les enfants de Tuidana et quelques guides sans visage, la plupart d'entre eux partent vers l'est pour finalement s'installer sous la surface à la frontière du royaume des nains. Tuidana reste en retrait, épaulé d'une poignée de serviteurs parmi les plus loyaux et s'apprête à affronter les armées elfes amassées aux frontières de ces terres. La reine meurt en martyr en défendant son royaume. Découverte de l'implication des démons dans la destruction de Brithtiga. Vaniel finit par découvrir que les démons étaient impliqués dans l'incendie de Brithtiga. Il décida de présenter ses excuses au peuple de Tuidana. Des émissaires sont envoyés d'Irolan auprès des elfes noirs errants afin de les amnistier et de les inviter à regagner leur terre. Tous refusèrent. La guerre sous la montagne. Dès que les premiers elfes noirs se furent installés à la frontière du royaume des nains, les relations entre les deux races se firent tendues et ne cessèrent d'empirer jusqu'au jour où, guidés par Hathor Destriper Orlandesson, les nains écrasèrent les intrus et les poussèrent à l'exil. Ygshal, le royaume elfe noir. Chassés par les nains, les elfes noirs partèrent vers le sud, s'enfonçant plus encore dans les profondeurs des montagnes. Guidés par les alliés sans visage, ils élissent finalement domicile dans les ruines de l'ancien royaume sans visage d'Ygshal. Ils s'y organisent alors en plusieurs clans, chacun dirigé par un enfant de Tuidana. Troisième éclipse. La chasse aux dragons. Purge des nécromanciens. Guerre civile dans les 7 cités. Jaloux de la puissance acquise par les nécromanciens, les magiciens des 7 cités lancent une chasse aux sorcières totale. Les nécromanciens, vaincus, n'ont d'autre choix que de s'installer dans les vallées de Eresh. Ils déclarent alors leur indépendance et, depuis leur capitale de Nar Eresh, préparent leur revanche. La mort de Vaniel, au roi des elfes. En 756, à la mort de Vaniel, Alaron monte sur le trône. Le nouveau suzerain porte son intérêt au-delà des limites de la forêt et tisse lentement une nouvelle relation avec les autres nations. Il assiste les magiciens et les 7 cités dans leur lutte contre les nécromanciens et incite les marchands à se présenter à la lisière du territoire elfe. Pardon de l'hésitation. Fondation de la Ligue d'Argent. Si les magiciens ont remporté la guerre contre les nécromanciens, le prix de leur triomphe fut amer, et ils durent modifier les frontières de leur royaume. Pleurant la fin de leur âge d'or, ils bâtissent leur nouveau foyer, la Cité d'Argent. Le nouveau siège de leur pouvoir devint Al-Saphir, cité des alchimistes, la nouvelle maison dominante. Les magiciens écarlates de Karstral. Certains magiciens mécontents de la voie prise par leur père optent pour l'exil et, pour la plupart, se lancent dans le mercenariat au sein de cités libres. Les magiciens écarlates d'Al-Rubit et leurs serviteurs, les hommes bêtes, maintenant délaissés au profit des créatures artificielles, eux, s'installent à l'ouest où ils fondent la cité de Kartal sur les côtes de la mer d'Irissus. Leurs armées prennent possession d'un petit territoire entre les montagnes des Elfes Noirs à la frontière sud-ouest du Saint-Empire. La guerre du bâton brisé. Les nécromanciens lancèrent une attaque surprise contre la Cité d'Argent. Les armées mortes-vivantes déferlèrent sur Aresh, détruisant tout sur leur passage. Après 10 ans d'un conflit sanglant, les magiciens triomphent une fois de plus.
brisant les légions et revenant en poussant les survivants à se disperser. Les nécromanciens sont ravagés et leur royaume anéanti par le cataclysmique vague de magie. Leurs cités antiques sont détruites et la majeure partie du territoire devint proprement inhabitable. La vallée, autrefois fertile d'Eresh, sont virtifiées et deviennent de vastes déserts stériles hantés par les eaux et les lamentations des vaincus. Les nécromanciens survivants prennent la fuite. Pour la plupart, le royaume détruit, tandis que d'autres infiltrent le Saint-Empire. Quatrième éclipse, le dernier vol du faucon. Azrafir et la guerre d'astreinte. Le magicien Azrafir, régent d'Al-Imral, se convertit au culte du chaos. Pour autant, son but n'est pas de servir Urgash ou le Seigneur Démon, mais de devenir le 8e dragon. Pour parvenir à ses fins, il doit récupérer une épée légendaire appelée la Griffe d'Astreinte, forgée à partir d'une des griffes d'Urgash, qui permet à son propriétaire de dompter les créatures et le pouvoir du chaos. Azrafir assassine les gardiens de la Griffe d'Astreinte, y compris sa propre femme, Delara. Sa folle entreprise n'aura de fin que grâce à l'intervention de sa propre fille, Nadia, son apprenti, Cyrus, des enfants et des autres gardiens, Godric, Aiden et Fiona. Fiona. Des héritiers du duché de la licorne ainsi que des elfes d'Anwen. Hop. Cinquième éclipse. Guerre de l'Alliance Grise. La cinquième éclipse fut également prédite par les frères aveugles. Cette fois-ci, les combats ont lieu dans le désert de Sahar, aux frontières des cités d'argent. Les armées démoniaques se trouvent confrontées à une coalition formée de chevaliers impériaux, de magiciens et d'elfes. Les nains et les nagas sont trop éloignés de la zone de conflit pour se sentir concernés. Quant aux orques, aux elfes noirs et aux nécromanciens, ils entretiennent une haine trop vivace envers l'Alliance pour venir à son secours. Lorsque la guerre s'annonce perdue pour les démons, ils fuient en empruntant un portail leur permettant de rejoindre Sheog. Voyant la victoire totale lui échapper, l'empereur Alexei IV du Griffon ordonne à ses chevaliers de charger à travers le portail dans l'ultime tentative d'oxyre le seigneur démon. Le prudent Alaron, haut roi des elfes, hésite et prend le temps de réfléchir à une solution moins périlleuse. L'arrogant Cyrus, archimage suprême des cités d'argent, accuse Alexei d'avoir cédé à un excès de folie et refuse de suivre ses ordres. Alexei, lui, se montre décidé et, accompagné de ses meilleurs chevaliers du Griffon, périt dans Sheog, massacré par les démons. Malgré tout, l'âme d'Alexei est sauvée par le chevalier dragon Thieru et lié à un artefact baptisé le cœur du Griffon. La femme d'Alexei lui succède sur le trône, et leur fils, Nikolai, alors âgé de 6 ans, attend d'être en âge de lui succéder. Et donc nous voilà dans la 6e éclipse, la fin. Je crois que ça raconte un petit peu l'histoire du 5e jeu, si je dis pas trop de conneries. Et donc voilà, il est possible qu'il y ait eu du spoil. 6e éclipse, guerre de la reine Isabelle. Oui, effectivement, on joue Isabelle dans le 5e jeu. Naissance du Dark Mésia. Le fils d'Isabelle et de Cal Bellet est confié au démoniste Pering, à qui il est imposé de garder le secret sur les origines de l'enfant. La mission de Pering est simple. Élever le jeune garçon, le former aux arts magiques et militaires, le dissimuler aux yeux de ceux désireux de le tuer pour éviter la prophétie du Dark Mésia, et tout faire pour qu'il puisse accomplir sa destinée. Le Dark Mésia est arrivé, mais nul ne le sait encore. La Reine Rouge. Guerre civile dans le Saint-Empire. De retour au sein du Saint-Empire, Isabelle est officiellement couronnée impératrice. Son règne est entaché par la cruauté sans borne et une coalition rebelle se forme menée par le jeune duc Duncan du Cerf et Fraïda de la Licorne, la fille de Godric. Tous deux veulent remplacer l'usurpatrice par le jeune Andrei, le neveu de Nikolai.
Par le biais de machinations politiques subtiles, les nains, les elfes noirs et les orques se retrouvent impliqués dans le conflit. Andrei est finalement capturé et exécuté par l'impératrice. On découvre bientôt que ce n'est pas la véritable Isabelle qui siège sur le trône, mais une succube, mais la succube Biara, un agent de Cabellet. La vraie Isabelle est retrouvée et elle est appelée à de nouveaux anciens pardon et par- oh. elle est appelle à de nouveaux et anciens elle fait appel pardon je suis fatigué un petit peu, je vous l'avoue, et elle en appelle à de nouveaux et anciens alliés dont Zéphyr et ses magiciens pour lancer un assaut sur Garde-Serre et détruire la reine démoniaque. Désireuse de se soustraire aux affaires du monde, Isabelle cède sa couronne d'impératrice à Freida. Hop. Arantir en quête du crâne des sombres. Il a fallu 2 siècles aux nécromanciens pour recouvrer ses forces, mais en 972 ASD, après le 7e dragon, ils sont redevenus une nation puissante menée par les seigneurs des non-morts Arantir. La dévotion de ces derniers à sa déesse, Asha, n'a d'égal que la haine qu'il éprouve pour ses ennemis, les démons. En enquêtant sur les sources de la corruption démoniaque au sein du Saint-Empire, Arantir découvre que le Dark Mesia est arrivé. Il apprend également que le mage Ménélag de la cité libre de Homerock tente de trouver le crâne des ombres, et qu'il existe un lien étroit entre la relique de Sar-Elab et la prophétie de Sarshazar. Arantir unifie Eresh et mobilise toutes les ressources des nécromanciens pour empêcher que la prophétie du Dark Mesia se réalise. Son objectif est de détruire le crâne des ombres pour libérer les fragments d'âme de Shar-Elam et consolider ainsi le mur de Sheog. Affaibli par l'une des éclipses lunaires. Voilà. Il s'agit selon lui de la plus grande chance d'empêcher la prophétie de se réaliser et d'assurer la captivité éternelle des démons dans Sheog. Pardon. Ménélag trouve le crâne des ombres. Après plusieurs décennies à traquer des documents que tous croyaient détruits depuis plusieurs siècles, à explorer d'antiques ruines et à interroger les esprits, le mage Ménélag finit par localiser le crâne des ombres. La relique est enterrée dans un ancien temple Chantsiri, situé sur une île lointaine et sauvage, autrefois déserte, mais aujourd'hui habitée par des tribus orques, se faisant appeler les Crânes Rouges. Mené par le chaman Aratork, Ménélag parvient à convaincre les anciens de Homerock de financer son expédition sur l'île du Crâne Rouge. Puis, une fois sur les lieux, lui et son équipage commencèrent à fouiller le sol des temples et ses environs, tout en repoussant les assauts des orques. Après 4 ans d'échecs, ils trouvent enfin le crâne, mais découvrent qu'il est enfermé dans une crypte impénétrable. Le seul moyen d'y entrer est de faire renaître les énergies magiques alimentant le temple à l'aide d'un cristal de Chantsiri, une gemme rarissime. Or, il s'avère que le démoniste Pering, le maître du secret de Ménélag, en possède justement une. Le voyage de Sareth. Pering envoie son apprenti, Sareth, fils d'Isabelle de Cabellet, à Homerock. Le jeune homme, ignorant tout de son ascendance, transporte le cristal Chantsiri qui permettra à Ménélag de s'emparer du crâne des ombres. Pour le guider et protéger la relique, Pering lie une succube, Xana, à l'âme de Sareth. Sareth arrive à Homerock juste avant une armée de morts-vivants menée par Arantir et en personne. Les nécromanciens parviennent à pénétrer dans la ville et assassiner Ménélag et à voler le cristal Chantsiri. Poussé à agir par Xana, Sareth traque les nécromanciens et parvient à récupérer la relique. Accompagné de Léana, la nièce de Ménélag, il met les voiles pour l'île du Crâne Rouge. Opposé au gardien du crâne, Sareth se ferait un chemin jusqu'au cœur du tombeau, où il découvre le précieux artefact et s'en empare, apprenant aussitôt sa véritable nature et le destin qui l'attend. Mais Arantir
Oh, pardon. J'ai regardé, j'étais à combien de temps de vidéo, j'ai perdu où est-ce que j'en étais. Mais Arantir les traque, lui et Lyanna, depuis Homrock. Il capture Lyanna, attaque Sareth, le tue. C'est tout du moins ce qu'il croit, et vole à son tour le cristal. Réanimé par Xana, Sareth échappe aux orques d'Aratork et remet le cap sur Homrock. Une fois de retour à Homrock, Sareth trouve la cité en proie au chaos et au combat. L'armée des nécromanciers s'est introduite dans la ville et il doit se frayer un chemin jusqu'au sanctuaire dans lequel Arantir compte détruire le crâne. Briser la relique requiert une somme d'énergie magique colossale et Arantir décide alors de sacrifier les citoyens de Homrock grâce à une explosion magique titanesque. Il canalise ensuite leur âme et les injecte dans le crâne pour le briser. Mais Sareth arrive à temps et triomphe d'Arantir avant qu'il n'ait eu le temps d'achever le rituel. La venue du Dark Messiah. Ah merde. D'étranges présages et augures manifestent au solstice d'été. Le soleil rougeoyant d'un feu sanglant et garde sa couleur sinistre le jour durant. Les volcans des nains se montent anormalement agités. La foudre frappe 11 fois, un nombre de mauvais augures, la tour centrale d'Al-Saphir, la cité des magiciens. Dans le royaume des elfes, les comètes apparaissent dans le ciel avant de disparaître soudainement. Personne, pas même les frères aveugles, n'est capable d'interpréter ces signes. Le monde connaît l'heure la plus sombre de son histoire et Sareth, le crâne des ombres en sa possession, tient le destin d'Ashan entre ses mains. L'heure est venue pour lui de faire son choix. Honorer son destin ou le renier. Offrir le crâne à son père Carbelet afin de libérer les démons de leur monde geôle ou le détruire, achevant le rituel de Sarelam qui enfermera les démons dans Sheog pour l'éternité. Voilà la fin de la genèse et l'histoire de l'univers de Might and Magic. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura expliqué un petit peu les bases de cet univers.